Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré aux célébrations de la Semaine Sainte à Notre-Dame de Paris. Dans la cathédrale, une affluence toute particulière règne depuis mercredi où les fidèles se pressent pour vivre à Notre-Dame ce temps fort de la vie liturgique. La Semaine Sainte qui sera aussi l'occasion de célébrer la renaissance de Notre-Dame. On revient évidemment sur les temps forts qui vont marquer ce week-end pascal ainsi que sur le retour de Notre-Dame dans la vie des Parisiens et des fidèles. En culture, un seul en scène remarquable, Les Secrets de la Méduse, une réinterprétation absolument magistrale du chef-d'œuvre du radeau de la Méduse. Après l'avoir vu, vous pourrez également dire que maintenant vous connaissez l'histoire derrière le tableau. On continuera avec Par ici les sorties et les recommandations de Bernard Babkin qui nous propose une sélection aux petits oignons avant votre week-end. La ménagerie de verre, Wes Anderson et un spectacle musical qui remasterise le classique Orgueil et préjugés. Ça sera en fin d'émission. Vous le savez, nous sommes au cœur de la Semaine Sainte, le temps fort du calendrier liturgique et à Notre-Dame. Cette semaine a une saveur toute particulière marquée par la résurrection de la cathédrale et une affluence record. On va en parler bien sûr avec nos invités en plateau et en visio. Louis Dauphren, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Vous êtes accompagné en plateau de Claire Baumlar, grand reporter au service culture du Figaro. Merci Claire d'être avec nous. Et en visio, Maxime Cumenel, vice-président de l'Observatoire du patrimoine religieux. La Semaine Sainte, je l'ai dit, a débuté mercredi, Louis Dauphren, avec une série de temps forts religieux pendant lesquels nous avons pu constater une affluence record des touristes évidemment, mais surtout énormément de fidèles présents en nombre et puis désireux de vivre la Semaine Sainte au cœur de Notre-Dame de Paris. C'est vrai qu'il y a une saveur toute particulière cette année. Ah oui, c'est certain, avec une cathédrale magnifique, toute blonde, qui, comme vous l'avez dit, a ressuscité pour ses quelques 700 futurs baptisés, ce qui est quand même beaucoup qui vont se retrouver dans cette ambiance, j'allais dire entièrement rénovée, entièrement refaite, parce que c'est vrai que c'est un nouveau regard qu'on porte sur la cathédrale, même si celle-ci est toujours gothique et toujours portée par l'histoire. On a le sentiment d'entrer dans un vaisseau qui maintenant vogue pour une nouvelle vie avec une affluence. C'est vrai que, alors peut-être Claire pourra nous en dire davantage, sur l'affluence touristique qui est quand même considérable et qui peut-être à terme posera quand même des problèmes parce que des millions et des millions de touristes qui se déversent déjà depuis 3 mois sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce n'est pas simple. Et puis aussi, ce n'est pas simple non plus de les gérer par rapport à ceux qui veulent effectivement vivre un temps liturgique dans cette affluence massive. Claire Baumlar, c'est vrai, on le voit depuis la réouverture de Notre-Dame, cette affluence est au rendez-vous et puis elle cohabite malgré tout avec ce calendrier liturgique. Entre le 8 décembre 2024 et le 17 mars 2025, Notre-Dame de Paris a été visitée par 2,5 millions de fidèles. Ça fait 30 000 plus ou moins par jour. On peut dire que le public est au rendez-vous ? Oui, on s'y attendait, l'Église s'y attendait, puisqu'elle avait essayé de faire des projections à 15 millions dans l'année. 15 millions, c'est quand même beaucoup. Mais dire 2 choses. La première, c'est que la cohabitation dont on parle, elle a été choisie dès le départ. C'est-à-dire que l'évêque de Paris voulait que la cathédrale soit à la fois un lieu de culte et un lieu de tourisme, qu'on n'oppose pas le visiteur et celui qui avait envie de prier. Il a cette idée que peut-être qu'on peut être touriste venant d'Amérique du Sud ou que sais-je, mais vouloir tout de même admirer les vitraux et faire une prière, il ne sait pas, il dit bon voilà, c'est ça une cathédrale. Laisser le visiteur libre finalement aussi de découvrir la cathédrale et de se l'approprier peut-être à sa manière. Voilà, et puis laisser l'idée que quand on rentre dans une cathédrale, il peut se passer des choses peut-être, voilà, on peut être touché par quelque chose. Et donc effectivement, il y a cette chose qu'il faut faire cohabiter, qui est bon, qui pour l'instant se passe pas trop mal. Pour l'instant, ça fonctionne bien. On va revenir sur les temps forts passé avec cette messe chrismale du mercredi 16 avril. Les fidèles ont pu entrer dans la cathédrale à 17h30. On le précise, pour l'occasion, il n'y avait pas de visite qui était autorisée. Monseigneur Ulrich a présidé la célébration avec tous les prêtres de Paris qui ont pu renouveler leurs engagements. Le Saint-Crème a été consacré. 2 huiles ont également été bénies. Celle des catéchumènes, on y reviendra avec le nombre impressionnant de baptisés qu'on peut comptabiliser cette année en France et celle des malades. Est-ce qu'on peut dire que la manière dont la liturgie a été pensée, elle résonne aussi avec
Cette résurrection de Notre-Dame de Paris, cette réouverture, est-ce que même dans la manière dont on pense le calendrier liturgique, on a en mémoire tout le vécu de Notre-Dame de Paris? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un lieu de culte quand même, il faut le rappeler. Et donc, les moments de Pâques sont tout à fait décisifs. La Semaine Sainte, vous l'avez dit, c'est le moment du renouvellement avec la messe chrismale, c'est-à-dire que les religieux renouvellent leur engagement. Ils appellent ça aussi rénovation. C'est une manière de... Vous voyez, on croise la pierre et puis la pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il y a une similitude entre l'architecture extérieure et puis l'architecture intérieure du religieux qui choisit cette vocation ou qui est appelé par cette vocation. Vocation, ça veut dire appel. Donc la messe chrismale, c'est très important parce que c'est un moment où le presbytérium, c'est-à-dire en fait l'archevêque qui réunit ses prêtres, renouvelle cet engagement. On re-signe le contrat en quelque sorte. Alors bien sûr, c'est un contrat, c'est une tacite reconduction, mais c'est aussi un moment important parce qu'il y a le lavement des pieds. Donc tous les gestes d'humilité qui en fait marquent la vie du prêtre, puisqu'il faut savoir quand même que les prêtres choisissent une vie où il n'y a pas normalement ni la richesse, ni la gloire, ni la beauté, ni l'argent, ni les femmes. Ouais, c'est beaucoup de nids, pourrait-on dire, dans un regard extérieur. Mais dans un regard intérieur porté par la foi, c'est cette humilité portée à l'extrême qui va en fait irradier à l'extérieur. C'est ça, l'humilité, c'est quand même la base de la foi chrétienne. Donc ça, c'est la messe chrismale, qui est vraiment le temps fort du diocèse. Et la cathèdre, qui a donné la cathédrale, donc c'est le siège sur lequel réside l'évêque, et donc sur lequel il affirme son pouvoir, mais c'est un pouvoir de service, ce n'est pas un pouvoir d'oppression. C'est tout cela qui se met en scène. Donc vous avez raison de rappeler qu'en fait la cathédrale, c'est un écosystème dans lequel se lie la hiérarchie ecclésiale et se lie en fait une communauté. C'est une communauté qui se met en scène dans un espace. J'aimerais qu'on parle, Maxime Cuminel, aussi de ces fidèles qui sont évidemment nombreux. Nombreux aussi parce qu'il faut bien le dire, les célébrations de la Semaine Sainte et ce week-end pascal font venir aussi un autre type de public, des fidèles qui sont peut-être moins habitués aux célébrations hebdomadaires. Est-ce que c'est important aussi d'être capable d'ouvrir les portes de Notre-Dame de Paris et de donner à voir ce à quoi peuvent ressembler ces célébrations et cette communion justement dans un écrin comme celui de la cathédrale de Paris? Alors, d'abord, pardon d'être en vidéo, pardon pour vous et pour vos téléspectateurs. Les églises sont faites pour que leurs portes soient ouvertes. C'est vrai pour Notre-Dame, c'est vrai pour toutes les églises de campagne. Elles sont faites pour être ouvertes, d'abord parce que l'église est un lieu de paix, de recueillement, d'accueil, mais parce que la célébration doit pouvoir être vue et vécue par tous. On rejoint la question que vous posiez précédemment à Claire Baumlard. Vous savez, il y a toujours eu une foule de touristes à Notre-Dame, y compris d'ailleurs pendant les cérémonies religieuses. Moi, j'ai des souvenirs de messes de minuit où vous aviez des milliers de touristes dont on ne savait pas trop d'ailleurs, et eux-mêmes ne savaient pas tellement trop pourquoi ils étaient là, ni ce qu'était l'hostie qu'on leur tendait, mais ça n'a aucune importance. Il ne faut pas croire d'ailleurs que probablement il y a 300 ans, la différence entre les touristes et les autres ait été si élevée que ça. Donc effectivement, cette semaine est très spécifique dans la vie de la cathédrale. Elle est très spécifique parce que c'est la première Pâques à Notre-Dame depuis sa restauration complète. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un message très beau, parce qu'on a parlé évidemment de l'évêque, du renouvellement des vœux. Vous avez dit un mot des baptisés. D'ordinaire, ils sont baptisés dans les paroisses. Mais moi, je n'oublie pas que dans le choix de réaménagement de la cathédrale, la chose que j'ai trouvée la plus réussie, en vérité, c'est le baptistère à l'entrée. C'est le baptistère à l'entrée qui nous accueille, alors qui nous accueille à moitié, parce que quand on est touriste, en fait, on circule de la gauche vers la droite en faisant le cercle comme ça autour de la cathédrale, dans une foule d'ailleurs immense. Mais ce baptistère à l'entrée, c'est le message que l'Église, à travers le baptême, est le chemin vers le Christ. Alors évidemment pour les chrétiens ou pour les futurs chrétiens, pas pour les autres, mais peu importe. Et donc ça, je trouve que c'est un réaménagement qui est extrêmement intelligent, assez beau d'ailleurs, et qui a un sens extraordinaire en cette année de réouverture complète de Notre-Dame, parce que vous savez qu'à Notre-Dame, on n'en a pas parlé encore, mais il y a la couronne d'épines du Christ, et qui est quand même une des reliques les plus importantes de toute la chrétienté. Donc le fait que le baptême d'un certain nombre de nos jeunes confrères, je ne sais pas comment on peut, j'allais dire concitoyens, c'est peut-être pas des concitoyens, ils sont peut-être pas français tous d'ailleurs, mais qui vont vivre leur baptême dans la cathédrale, je pense que c'est pour eux une joie, j'espère que c'est une joie, et c'est quelque chose qui arrive assez rarement, vous le savez, parce que d'ordinaire, on n'est pas baptisé dans une cathédrale. Donc je veux dire que je trouve que tout ça est très beau, très fort sur le fond,
Et je crois que vraiment, on vit un moment important dans la vie de la cathédrale et dans la vie de la capitale à ce titre-là. Vous avez raison de parler de cette couronne d'épines qui attire aussi de nombreux pèlerins. Je continue avec ces événements passés. Le jeudi saint à 19h, messe en mémoire donc de la Seine qui a été présidée par l'archevêque de Paris. Là aussi, il y avait beaucoup de fidèles présents. Aujourd'hui, vendredi saint, journée très riche à Notre-Dame qui a commencé par la vénération justement de la couronne d'épines. À 15h, le chemin de croix de Montmartre qui a débuté donc dans le square Louise Michel et qui a été présidé également par l'archevêque de Paris. Et ce soir, depuis 19h, l'office de la Passion. C'est un moment extrêmement important dans le calendrier liturgique ce vendredi saint. Oui, très important. Vous savez qu'il n'y a pas de messe le vendredi saint. Il faudra attendre donc la résurrection, Pâques. Ce qui est important, c'est vrai, la France a la chance d'avoir 2 reliques extraordinaires de la Passion du Christ, c'est-à-dire du moment où il est condamné à son procès jusqu'à la crucifixion. La couronne d'épines, puisque le Christ portait des sandales, un caleçon, 2 tuniques, une extérieure par-dessus et une intérieure à même la peau, qui est la tunique d'Argenteuil, qui est tout près de Paris quand même, c'est en Île-de-France, et dont l'ostension commence en ce vendredi de la Passion jusqu'au 11 mai. La tunique d'Argenteuil, c'est extraordinaire, c'est cette peau, cette seconde peau qui est imbibée de sang. Et il a été attesté que le sang est le même que celui du linceul, c'est-à-dire le linge qui enveloppait le Christ au tombeau. Donc on a la couronne d'épines et la tunique d'Argenteuil. Donc des reliques qui sont majeures. Voilà, deux reliques majeures, c'est quand même très important, parce qu'on n'a pas les sandales, on n'a pas non plus le caleçon, etc. Donc Paris est vraiment un centre nerveux quand même de la chrétienté, et j'allais dire un réceptacle, une sorte de reliquaire vivant. Dont Notre-Dame est le symbole aussi. Dont Notre-Dame est le symbole, ça c'est vraiment... Les ostensions, c'est quand même très important. Je trouve que les médias ne médiatisent pas tellement, justement. La dernière ostension à Argenteuil en 2016 était quasiment passée inaperçue. Or, on attend quand même 400 000 personnes cette année. Moi, je l'ai vu dans les matinales quand même, oui, ce matin. C'est rassurant. Oui, voilà, un petit peu. Non, c'est vrai que ça va peut-être monter parce qu'il y a un intérêt soudain, mais il faut dire que l'Église n'a pas non plus... Il y a des modes, des effets de mode. Il y a une vingtaine d'années, on ne s'intéressait pas du tout à ces choses-là. On considérait que c'était un petit peu des vieilleries. Maintenant, il y a une sorte de renaissance de la pratique, j'allais dire de la pratique rituelle, du geste. Et le fait de vouloir toucher, regarder, ça compte les reliques. C'est très important. Et les gestes comptent. Vous voyez, l'engouement, par exemple, au moment du mercredi des cendres, le fait d'avoir une croix faite de cendres, les jeunes ont beaucoup percuté par rapport à ça. Ça a beaucoup séduit, j'allais dire. À un certain moment, la foi était devenue très abstraite. Maintenant, elle devient beaucoup plus concrète. Plus incarnée. Claire Baumler, une réaction? C'est pour ça qu'on a fait ce nouveau reliquaire. Au sein du parcours de Notre-Dame, qui est un très bel objet, mais qui est un très grand objet. Imposant, oui. Imposant. C'est cette idée que vous dites, qui de matérialiser. On matérialise et on accepte toute forme de prière. C'est-à-dire, il n'y a pas la bonne qui serait à genoux, il y a aussi celui qui veut toucher, qui touche, celui qui veut mettre sa médaille, ou je ne sais pas quel geste ou quel rite on peut faire face à une relique. C'est aussi valable. Ça, c'est effectivement quelque chose qui, peut-être, il y a quelques décennies, était moins présent. Et je pense que c'est très important parce que ça prouve une chose, c'est que le christianisme n'est pas d'ordre mythologique. C'est pas comme les dieux grecs qui font n'importe quoi, en fait. D'une certaine façon, c'est vrai, vous avez des animaux, des hommes, enfin, tout le monde est... Voilà, c'est un peu bizarre. Le christianisme, c'est un événement dans l'histoire qui a laissé des traces que les archéologues, les historiens peuvent étudier et étudient. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça atteste en fait de quelque chose qui est survenu dans l'histoire. C'est pas une création humaine. Et vous humaine. pensez que les fidèles aujourd'hui en ont besoin? Et ils y sont, je pense, extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles. Maxime Cuminel, ça fait partie, ces reliques, évidemment, du patrimoine religieux. Est-ce qu'elles ont une importance majeure dans le cadre de Notre-Dame, notamment avec cette couronne d'épines, mais aussi d'un point de vue plus global? Est-ce que vous rejoignez les propos de nos invités en plateau? Bien sûr. Mais je dois dire que, alors d'abord, la couronne d'épines, vous savez que la France a dépensé beaucoup d'argent autrefois pour l'acheter. Vous vous souvenez de l'histoire de Saint-Louis. Au départ, pour la Sainte-Chapelle, donc vous voyez, on a construit un bâtiment pour être le réceptacle de cette couronne d'épines. Mais en réalité, une des reliques en elle-même est Notre-Dame. Notre-Dame a été une relique brûlée, elle aurait pu disparaître, elle est aujourd'hui réouverte. Donc la cathédrale elle-même, pour moi, est une relique. Vous vous souvenez, à la fin du XXe siècle, très longtemps, on dit que le catholicisme allait disparaître. Alors, moi, je ne prends pas parti, chacun pense ce qu'il a envie de penser. Et aujourd'hui,
on voit dans la cathédrale un nombre de catéchumènes à Paris qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, on n'est pas sur des masses absolument gigantesques, mais ce que je trouve d'autant plus intéressant cette année, c'est que vous savez que la Pâque tombe à la même date pour presque tous les chrétiens. Et donc, il y a aussi un message plus universel peut-être, y compris dans les célébrations qui vont avoir lieu. Et je pense que ce genre de relique, pour revenir à votre question initiale, ça touche évidemment les catholiques, qui sont la population chrétienne peut-être la plus importante à Paris, mais aussi nos frères d'autres cultes chrétiens. Je pense aux orthodoxes, mais aussi, pourquoi pas, aux protestants, etc. Pour qui elles ont un sens également. Et c'est en ça, je rejoins ce que dit Claire Baumlard à l'instant, qui dit que finalement, comment on appelle ça, c'est qu'on a mis à l'entrée pour ce baptistère, qui peut servir à tout. En réalité, le baptême a un sens pour chacun d'entre nous, y compris pour ceux qui ne sont pas catholiques. Et ça, c'est donc un message universel que porte l'Église. Et c'est pour ça que, si vous me permettez un petit coup de casquette patrimonial, quand on parle de patrimoine religieux, on ne parle pas seulement d'un patrimoine religieux qui serait catholique ou chrétien. On parle d'un message qui est vraiment universel, qui est même fondamentalement associé à l'image de Paris. Enlever Notre-Dame de Paris, il ne reste pas grand-chose, en tout cas de la carte postale. C'est pour ça que ça a autant de sens dans la société d'aujourd'hui, qui est pourtant finalement assez laïque, peu chrétienne, de moins en moins, dit-on, chrétienne, très matérialiste même. Et en réalité, le sens de ces bâtiments et des reliques qu'ils abritent, y compris les choses plus anecdotiques des saints divers et variés, ont un sens profond pour la plupart de nos frères en humanité. J'allais dire concitoyens encore, mais c'est nos frères en humanité qui sont concernés. Je retiens ce que vous avez dit sur Notre-Dame, qui est elle-même une relique. C'est intéressant, en effet, de voir notre cathédrale de Paris comme ça. Demain, samedi saint, les festivités vont continuer. Les fidèles pourront entrer dans la cathédrale à partir de 20h15. Pas de visite de nouveau pour la vigile pascale qui va commencer à 21h, qui sera présidée à nouveau par Monseigneur Ulrich. Est-ce que c'est à cette occasion que les catéchumènes, dont on n'arrête pas de parler depuis le début de l'émission, vont recevoir l'onction du baptême ? Eh bien voilà, ils l'attendent, impatients. Cet appel décisif qui va les faire entrer dans l'Église, sachant qu'ils ont suivi quand même une formation assez longue. C'est près de 2 ans. L'Église se montre finalement assez exigeante sur le sujet, peut-être un peu trop d'ailleurs, peut-on le dire, parce qu'avant, on pouvait donner le baptême de manière faire le sacrement du baptême plus rapidement. Ça existe dans les cas d'urgence d'ailleurs, quand la vie est en jeu, on peut demander le baptême sur un champ de bataille par exemple. Maintenant c'est assez rare ce genre de situation, mais ils arrivent au bout d'un processus quand même assez long de maturation, et surtout ce que montrent les enquêtes, c'est que c'est vraiment une démarche personnelle. Souvent, c'est passé par les réseaux sociaux. 84% des jeunes en particulier suivent des influenceurs auprès desquels ils ont fait une auto-formation en quelque sorte. Ça passe beaucoup moins par la famille. C'est pas dangereux ? C'est pas dangereux, il faut que ce soit maîtrisé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les canaux sont aujourd'hui extrêmement diversifiés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire... Il y aurait un petit piège qui consisterait à dire les jeunes se font baptiser par une sorte de réaction identitaire parce que les musulmans, effet miroir, etc., ramadan médiatisé. C'est pas ça. C'est vraiment autre chose. En tout cas, toutes les enquêtes montrent que c'est une démarche beaucoup plus profonde et mûrie qui souvent ne dépend pas de la famille, de l'héritage. Donc ils ont la foi en bagage, pas en héritage. Ça, c'est une certitude. Et ils sont extrêmement exigeants et assidus. Donc pour eux, c'est un événement décisif. Il y a 17 000 personnes en France. C'est vrai que c'est peu. Et on a raison de dire que c'est pas beaucoup. Il y a c'est quand même, en 5 ans, le nombre de baptisés au sein de l'Église a plus que doublé chez les adultes et les adolescents. Mais il faut être honnête, il faut dire aussi qu'il y avait 400 000 baptêmes à la naissance il y a 20 ans. Il n'y en a plus que 200 000. Donc c'est un rattrapage. Mais c'est un rattrapage qui a du sens parce que... C'est un choix. Exactement. C'est un vrai choix. C'est une foi attestataire. Et on peut supposer que ces jeunes, et ces moins jeunes aussi, seront... vraiment extrêmement engagés dans l'Église. Et le défi pour le clergé, ça va être de les conserver, d'être à la hauteur de l'ardeur qu'ils manifestent. Je peux poser une question bête. Comment est-ce qu'on postule pour se faire baptiser à Notre-Dame de Paris ? Alors, j'imagine que ça fait partie des plus beaux endroits de France où se faire baptiser. Oui, c'est certain. Faut peut-être... postuler au diocèse de Paris, tout simplement, puisque les diocèses, donc ça reste encore une carte très territoriale. L'Église a maillé le territoire, et donc c'est vrai qu'il faut dépendre peut-être du diocèse de Paris pour ça. Enfin, c'est une certitude. Il faut avoir été donc suivi par quelqu'un du diocèse, il faut avoir écrit sa lettre à l'archevêque, qui l'aura lu et qui aura créé les conditions pour que la formation puisse se faire dans de bonnes conditions. Ils seront 2652 catéchumènes cette année pour le diocèse de Paris. On a essayé de dresser une sorte de portrait robot. Le terme est peut-être
pas le plus adapté possible. Les moins de 25 ans représentent 42% des baptisés adultes contre 25% il y a 5 ans et 48% des catéchumènes viennent de familles non croyantes. Ça rejoint tout à fait. C'est considérable, il faut mesurer ce que ça veut dire. Hein. En fait, moi je crois que le christianisme, il faut arrêter d'être dépressif là-dessus. Le christianisme est d'abord au départ ils étaient 12. Hein. Est-on dépressif ? Il y a une petite logique, oh là là, on va se faire doubler, etc. Non, c'est une religion qui reste extrêmement souple et qui sait se plier à toutes les époques et à toutes les circonstances. Hein. Je pense que la capacité à s'inculturer est très très forte. Je pense que là, les capacités de rebond et de résistance sont énormes. Le christianisme, on n'aurait pas donné cher du christianisme, vous savez, au moment de la Révolution française. Hein. Il y a eu cet extraordinaire rebond du 19e siècle. Qui aurait pu le prédire, hein? Vous voyez, donc il ne faut pas du tout être dans cette logique-là. Et il arrive à toucher aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines paroisses à Paris, je pense à Saint-François d'Assise, par exemple, dans le 19e, sur 9 catéchumènes, vous en avez 5 qui viennent de l'islam, ou du monde musulman, ou de la culture islamique. Vous voyez, il faut être là aussi, il faut regarder les choses de manière prudente, mais ça veut dire que ça infuse dans des milieux. Et finalement, les voies du Saint-Esprit, les voies du Christ sont impénétrables et le Saint-Esprit souffle où il veut, finalement. Voilà. Et on le voit avec cette vague de nouveaux baptisés. Exactement. Qui ne cesse de croître. Dimanche de Pâques, nouvelle célébration. On fêtera aussi le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, événement coprésidé par Monseigneur Ulrich ainsi que Monseigneur Dimitrios Ploumis. Pour les évêques orthodoxes en France, on parlait justement de ce message universel. Ça rejoint cette idée. Avec à 18h, la messe de la résurrection. Ça va clore un chapitre. Est-ce qu'après, il va falloir continuer à alimenter ces temps liturgiques où, on peut le dire de manière assez sereine, Notre-Dame de Paris n'en a pas besoin? Non, parce que justement, il y a ce flot de touristes qui vient. Et la possibilité, on a vu tout à l'heure à l'image la Vierge du Pilier, où Paul Claudel s'est converti un soir de Noël. Donc il faut laisser cette porte ouverte absolument pour que tout un chacun puisse trouver ce qu'il aspire à trouver. Ce qui est important, c'est que vous l'avez dit, un concile de Nicée, c'était en 325. Le temps de l'Église, c'est absolument incroyable, le temps de l'Église, hein, c'est 2000 ans. Moi, c'est ce qui me passionne d'être dans un média de cette nature-là, c'est que c'est une multinationale qui existe depuis 2000 ans. C'est original de le voir comme ça. Mais oui, et les idéologies qui ont voulu nous promettre le bonheur au XXe, elles se sont toutes cassées la gueule finalement, et plus personne n'en parle aujourd'hui, ou quasiment. Donc il faut regarder le temps long de l'Église, et donc il faut aussi que les catéchumènes comprennent, comme tout chrétien, je pense, ce temps long. Il faut dilater son regard pour regarder l'horizon d'attente qui est celui de l'éternité. Et donc, il ne faut pas être dans cet instant TikTok, etc. Ça existe, d'accord, mais il faut aussi prendre son temps. Il y a toute sa vie à pouvoir gérer derrière. Et ce n'est pas forcément simple quand les attentes des convertis, ce que sont les catéchumènes, en tout cas les catéchumènes adultes et adolescents, qui n'ont pas été élevés dans cette foi au départ, qui ont des attentes très très fortes. Il ne faut pas décevoir cette attente-là. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de complexe. Claire Baumler, je vais venir sur des enjeux un peu plus terre à terre, des enjeux aussi logistiques, sécuritaires. Est-ce qu'il y a des craintes sur cette Semaine Sainte? Est-ce que cet engouement, ces catéchumènes nombreux, ça pose des questions sur la manière dont on va organiser ces flux touristiques? Est-ce qu'on a une gestion peut-être encore plus pointue de ces visiteurs? Avant la réouverture, ils avaient annoncé une réservation sur Internet. Tout à fait. Donc on prenait ces créneaux. Pas duré longtemps. Et dans le fond, ils se sont rendus compte que il y aurait quand même toujours des gens qui viendraient au dernier moment, que cette idée d'église ouverte cognait avec ces histoires de créneaux. Et en 4 mois, là, oui, ça fait 4 mois que c'est rouvert, il y a 1/3 des réservations qui se font par Internet. C'est-à-dire, c'est surtout les créneaux de 9h du matin, c'est quand vraiment tu te dis... Je n'ai pas envie de me retrouver à 14h avec toutes les foules. Et donc l'idée de faire payer l'entrée de Notre-Dame, elle est loin, loin derrière nous. Hein. Ah ben on verra bien. Mais en tout cas, cette année-là, ils sont en observation de ce que ces créneaux donnaient. Et l'un dans l'autre, les gens rentrent, il y a 20 minutes de queue, en moyenne. Oui, c'est vrai. Pour l'avoir fait 3-4 fois, c'est vrai que j'ai jamais attendu plus de 30 minutes. Extravagant. Et évidemment, il y a des périodes tendues pendant les vacances scolaires, vers 14-15 heures, quand toutes les familles arrivent, etc. Mais l'un dans l'autre, ça marche. Et donc, c'est comme ça que ça... C'est comme ça. Alors, faire payer, il faut voir à l'usage. Il faudra voir à l'usage. J'aimerais qu'on dise un mot des nouveaux vêtements liturgiques pour Pâques, dont la paramantique a été conçue par les jeunes du lycée Albert de Mun et de l'école Ecamode. Qu'est-ce que ça dit aussi de cette séquence pascale? On veut marquer le coup?
On veut que les jeunes Françaises s'impliquent dans cette cathédrale à plus d'un titre et que l'art et les métiers d'art et les savoir-faire Continue à résonner. continuent à résonner. Ça a été une des grandes histoires de cette restauration, c'est de voir les gens qui avaient de l'or dans les mains, qui ont su la restaurer. Donc on veut poursuivre ça. Emmanuel Macron qui a tenu à décorer les acteurs qui ont fait rayonner justement Notre-Dame de Paris. C'était le 15 avril. On écoute les mots du président de la République. Vous avez montré, en effet, durant ces 5 années, ce que peut faire une grande nation. Et au fond, ce qu'est, avant tout, une grande nation comme la France. Une nation faite d'une histoire plus grande d'elle, plus grande qu'elle-même, et capable encore d'embrasser des rêves plus grands qu'elle-même. Vous avez forgé quelque chose qui nous unit tous, un esprit, un élan. À jamais, vous êtes la génération Notre-Dame. Maxime Cuminel, c'est quoi cette génération Notre-Dame ? Alors moi, j'en fais partie de la génération Notre-Dame, c'est-à-dire que ceux qui sont relativement jeunes, je ne me classe pas dans les très très jeunes, un jour Stéphane Bern me regardant m'a dit « Oh, plus si jeune que ça ». Bon, c'était drôle. Qui ont vu Notre-Dame brûler, qui ont beaucoup parlé de Notre-Dame. Alors moi, je ne suis ni charpentier, ni couvreur, ni tailleur de pierre, ni quoi que ce soit, mais enfin, j'ai beaucoup parlé de Notre-Dame. Et on continue d'ailleurs de le faire aujourd'hui, et qui sont encore suffisamment jeunes pour porter un message d'espoir et voir ce que va donner cette cathédrale dans le demi-siècle qui vient. Vous savez, je mets ça en lien avec la question que vous débattiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dit il y a eu un effondrement des baptêmes dans l'Église, et puis il y a des baptêmes d'adultes qui arrivent. En fait, c'est quoi l'histoire ? C'est que vous aviez des gens qui étaient une population qui était baptisée de façon systématique, qui allaient peu ou pas à l'Église, qui parfois ne croyaient d'ailleurs pas du tout. Aujourd'hui, ces générations qui baptisaient par tradition ne baptisent plus, et donc vous avez les choix individuels. Il ne faut pas croire que ça a un impact réel sur le nombre de personnes qu'il y avait à l'Église. Du point de vue patrimonial, c'est pareil. À la génération de mes grands-parents, tout le monde savait, ou presque tout le monde, ce qu'était un clocher, savait repérer une annonciation du premier coup, etc. À la génération de mes parents, alors les miens oui bien sûr, mais pas beaucoup. Et à ma génération et la suivante, presque jamais. Ça veut dire que, en réalité, il y a une éducation religieuse qui doit être faite, mais il y a aussi une éducation culturelle, patrimoniale, artistique, qui doit être faite. Quand vous voyez, par exemple, un petit garçon blond avec des ailes qui tend une fleur à une dame qui se touche le ventre, bon, pour vous, c'est évident, c'est une annonciation, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc cette culture qui doit essaimer dans la société, contribuer à construire cette génération Notre-Dame. Un dernier mot, Claire Baumlard, sur les travaux qu'il reste à entreprendre avant qu'on close cette partie. Bon, il y a le chevet, la sacristie, il y a la fin de la flèche qui va se couvrir d'une couverture de plomb, et surtout, il y a la réouverture des tours à l'été. Alors ça va être formidable, parce qu'il y a un nouvel... Prochain temps fort. Prochain temps fort, nouvel escalier, et on va pouvoir passer au plus près des cloches, sans compter la vue imprenable sur Paris. La jauge va être à 400 000 personnes, c'est déjà pas mal. C'est déjà à retenir, il va y avoir des échafaudages jusqu'à 2031-2032, mais que d'ici là, on va pouvoir monter tout en haut. Donc on va avoir en plus ces étapes qu'on va célébrer au fur et à mesure et qui vont continuer à faire vivre justement cette réouverture de Notre-Dame qui s'étale, il faut le dire, dans un temps long, elle aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais on ça s'y a pris quand même du remarque. temps pour être fait. Donc Macron voulait absolument ses 5 ans, mais dans le fond, on prend un peu plus il y a la réalité qui s'impose. Merci beaucoup à tous les deux en plateau. Merci beaucoup également à notre visio Maxime Cuminel. Merci d'être avec nous. Et on passe tout de suite à la culture. Je suis certaine que vous connaissez l'incontournable chef-d'œuvre qui est le radeau de la Méduse, un tableau iconique, mystérieux, qui nous raconte l'histoire d'un naufrage dévastateur. Enfin, l'histoire, pas vraiment, justement. La pièce dont on va parler aujourd'hui, Les Secrets de la Méduse, au théâtre du Ranelagh, a décidé de rembobiner le cours de l'histoire et de nous conter les événements tragiques qui ont mené à cette représentation de la désolation. Un homme en serait le survivant, il s'appelle Pierre-Laurent Coste, et lui seul détient la vérité sur ce qui s'est effectivement passé sur le radeau de la Méduse. Et on va en parler avec nos invités en plateau. Antoine Higuero, vous êtes auteur
auteur et metteur en scène. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Geoffrey Callen, vous êtes auteur et comédien. Je dois vous adresser toutes mes félicitations parce que je me demande comment vous faites Merci. pour Merci réussir beaucoup. à interpréter avec autant de brio tous ces personnages. Ça doit être un vrai tourbillon pour vous et en même temps, j'imagine que c'est une aventure passionnante. Tout le monde connaît le tableau. Personne ne connaît l'histoire, ça résume l'intention finalement et l'idée, je trouve, géniale de cette pièce. Et moi, je suis assez séduite par le concept de partir d'une œuvre d'art et de se demander un peu ce qu'il y a derrière. Je trouve qu'on le fait assez peu, finalement. Oui, exactement. Surtout ce tableau, c'est un petit peu notre Titanic français, on peut dire. Et ça a été un petit peu notre idée de départ, c'est que tout le monde connaissait ce tableau et que très peu connaissaient la véritable histoire. Et c'est un documentaire qui nous a passionnés et on est parti, on s'est dit pourquoi pas faire une pièce de théâtre sur ce sujet passionnant. Et puis en regardant ce tableau, on imagine le potentiel quand même de création qu'il y a derrière. Absolument, et d'autant plus en se plongeant dans les archives et tout le travail qu'ont fait les historiens, où là on se rend compte de l'ampleur de l'histoire. Parce que là, c'est vraiment le tableau, ce n'est que l'aboutissement. Bien sûr. Vraiment... Mais déjà, on devine oui, bien la sûr. complexité de cette histoire, finalement. Bien sûr. Pour que des gens se soient retrouvés dans une telle situation, c'est qu'il a dû se passer quand même pas mal de choses en amont. Donc oui, ça, c'était passionnant de faire ces recherches par rapport à ça. Et c'est ce qu'on raconte sur scène, justement. Oui, c'est de nous raconter passé, l'ensemble des péripéties, des tragédies aussi, qui ont mené à ce tableau et donc à cette scène tragique. Et pour ça, il y a un fil rouge, un rescapé, Pierre Lancoste, que vous interprétez entre autres. Et je le précise, c'est un seul en scène. Alors là, je ne sais pas comment vous avez pris cette décision. Je comprends pourquoi après l'avoir vu, mais je me dis qu'il faut être fou, pardon. Oui. Alors, vous êtes fou. Je ne l'ai pas comprise non plus, parce que c'est Geoffrey qui m'a proposé de travailler sur cette histoire, et donc d'un seul coup, quand j'ai vu les premières ébauches, où j'ai vu qu'il y avait 6 ou 7 personnages qui parlaient en même temps, je me suis dit... comment il va faire ? Voilà. Donc je suis allé chez lui, et puis il me l'a fait. Il m'a fait les personnages, je me suis dit, ok, c'est bon, ça passe, pas de et là, problème. on est presque dans le talent d'imitateur, pardon, mais c'est absolument incroyable, parce que vous faites aussi les bruits. Oui, vous faites les changements de décor, les mouvements sur scène. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement complet et d'extrême. Je trouve que du coup, ça rend le propos très poétique parce qu'on vous imagine basculer et on voit il y a une nervosité. Tout à fait, je trouve dans la pièce qui est très forte. On est en immersion et puis finalement chacun se fait son film. Il y a juste une table, une chaise, mais c'est moi qui fait tout le reste humblement et c'est le spectateur après qui fait son propre film et qui voit les images. Comment est-ce qu'on évite l'écueil du cours magistral d'un récit un peu lisse où on nous raconte une histoire ? Alors justement, en mêlant un peu de fiction et un peu de réalité, il y a beaucoup de personnages fictifs qui donnent du corps à ce personnage principal. Et puis de la théâtralité, bien sûr. De la théâtralité, puis surtout des arches narratives, des scénarios en fait. D'accord. Pas des scénarios, donc ça permet ça et l'intérêt après à la mise en scène, c'était justement, comme Geoffrey allait être seul et allait incarner tous ces personnages et incarner la tempête, un radeau, un bateau d'une frégate de 75 mètres. En fait, l'intérêt, c'était d'épurer la mise en scène est hyper épurée. Voilà, au maximum la scène pour que l'imaginaire du spectateur remplisse l'espace tout seul, en fait. Grâce à Geoffrey, mais c'est le spectateur qui tout seul va se faire les images et il a un référentiel grâce à ce tableau-là. Allez, on regarde la bande-annonce et puis on continue évidemment d'en parler ensemble en plateau dans la foulée. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas d'où vous venez et je m'en moque. Mais puisque votre désir est d'écouter l'histoire la plus honteuse de la marine française, j'espère pour vous que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil. Monsieur le gouverneur, messieurs les officiers, membres de l'équipage, en ce 17 juin 1816, nous quittons enfin l'île d'Aix. Je suis Hugues Duroy de Chaumaré, votre capitaine. Nous allons traverser en 3 semaines les 2200 milles nautiques qui nous séparent du port de Saint-Louis. Je suis affecté sur une magnifique frégate de 3 mâts, 74 mètres de long pour 12 mètres de large, 2000 mètres carrés de voile, gonflée par le vent, mais regardez-la, tout en bois de chêne, fière et conquérante. Mais qu'elle est belle, la Méduse!
lendemain, le ciel s'est assombri d'un coup. Eux ou moi, j'ai choisi. Moi d'abord. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez aussi creusé dans l'histoire de ce peintre. Vous avez réalisé qu'il s'était enfermé chez lui pendant plusieurs semaines avant de peindre ce chef-d'œuvre en véritable ermite. Vous avez puisé chez lui cette espèce de solitude, cette folie. C'est d'ailleurs comme ça, si je ne dis pas de bêtises, que commence la pièce, avec cette table et une chaise où Théodore Géricault apparaît. Il est torturé, il dit qu'on le prend pour un fou, à être enfermé comme ça depuis des semaines, qu'il en a pourtant besoin. Vous interpellez le public en nous promettant l'histoire la plus honteuse de la marine française, là où personne ne devrait jamais aller. Et pourtant, cette question qui en soulève d'autres, est-ce que vous avez jamais eu envie de partir? Et je trouve que c'est hyper universel comme thème aussi, celui du départ, de l'évasion, du voyage. Mais c'est ça justement qui nous a motivés à raconter cette histoire, c'est que tous les thèmes universels de l'humanité, quelque part, sont abordés dans cette pièce. Sont condensés dans cette pièce. Oui. Mais vraiment, que ce soit les élites et les pauvres gens, que ce soit la cruauté humaine, l'amour aussi. L'amour, l'amour, la guerre, la mort. Tout est abordé. Et le harcèlement scolaire contre toute attente. Enfin, exactement. Non, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. C'est un passage qui m'a beaucoup touchée. Je me suis noté des passages qui m'ont beaucoup plu. Et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose d'intemporel, finalement. Oui, c'est les histoires universelles, effectivement. Et c'est vrai que de démarrer avec la question « Est-ce que vous avez jamais eu envie de partir ?», qui est un grand fantasme humain, on va dire. Et c'est en fait, ça nous permet aussi de manière... pas forcément artificielle, mais ça nous permet aussi d'agripper le spectateur. Oui, je comprends. Avec quelque chose de très simple qui va lui parler tout de suite et qu'on retrouve dans énormément d'œuvres, et notamment Titanic. Oui, bien sûr. C'est quasiment le même départ que Titanic, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est un départ. Oui, bien sûr. Et commence alors ce grand voyage vers l'Afrique, une frégate de 3 mâts que vous nous décrivez, c'est la Méduse et cette promesse, découvrir le monde. Vous commencez alors l'interprétation brillante d'une myriade de personnages, parmi lesquels le lieutenant-colonel, gouverneur de la colonie du Sénégal. Alors lui, c'est un véritable archétype de la colonisation. Il y a de l'humour, il y a de l'ironie, il y a des passages grinçants. On sent que chaque personnage a vraiment été travaillé. Vous parlez tout à l'heure de la nécessité de créer des ponts narratifs, d'aller chercher et puiser des personnages qui avaient des choses à dire, à raconter. Et je trouve que c'est très réussi. Et quand on bascule du côté de l'amour, la découverte de cette servante aux longs cheveux noirs et aux grands yeux clairs, on se rend compte que en fait, les rencontres font aussi le voyage. Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est un matelot qui part, qui veut découvrir un peu le monde, et puis qui se retrouve dans cette histoire particulièrement horrible à la fin. Mais tout le monde est en empathie justement avec ce personnage. Tout le monde peut s'identifier à lui. Donc c'est comme ça qu'on l'a écrit justement pour le spectateur. Oui. Il y a des personnages qu'on adore détester, je pense à Pipo Bec. Oui, ça fait partie des grands archétypes narratifs aussi, alors sans dévoiler exactement qui c'est, mais oui. Et puis c'est un des principes aussi, c'est qu'on est en fonction de notre environnement social. Donc effectivement, notre personnage principal, il est aussi défini par tous ces personnages qui l'entourent et qui vont soit l'aider, soit le compromettre, soit ça va être... C'est comme ça qu'il va se définir, et d'ailleurs... Pour le coup, encore une fois sans dévoiler, Pierre-Laurent Coste a entre le point A et le point B, il y a une distance qui est absolument dingue. Oui, bien sûr. Que son trajet à lui, il est immense. Il est immense et il est solide. Je me souviens de ses confidences sur le pont. Quand j'étais petit, j'étais gros. Tu sais comment sont les enfants. Et on évoque, donc je le disais, pour moi, la thématique du harcèlement scolaire, en tout cas les moqueries, la réponse de Pipo Bec. La mère n'a pas de mémoire. C'est joli aussi, tout cet univers autour, encore une fois, de l'évasion, du voyage, mais du voyage sur un bateau, de ce que ça peut impliquer, de ces marins. Je trouve que tout de suite, on est projeté dans quelque chose de différent. Oui, au début... Au début, c'est une ambiance très, très chaleureuse. De franche camaraderie. De franche camaraderie. Et petit à petit, on s'aperçoit que les relations humaines ne sont pas celles que l'on pensait au départ. Moi, ce en qui m'a fonction bouleversée, d'un événement tragique. C'est qu'on a l'impression que c'est un condensé de l'ensemble du destin de l'humanité. Les vices, la cruauté humaine, la création, la jubilation, le désir de révolte, de renverser l'ordre établi. On a l'impression que sur cette frégate, il y a une micro-société et qu'elle doit cohabiter dans une phase critique, on va dire. C'est ça. C'est de la com de crise. C'est ça, sur la frégate où c'est très hiérarchisé, comme sur n'importe quel bateau à l'époque. Et là, encore une fois, il y a un côté Titanic. Voilà, et d'autant plus sur le radeau.
Alors là, c'est vraiment, on a puisé l'essence de ce qu'est une micro-société. On arrive sur une micro-société qui est en péril et qui n'a qu'un seul but, c'est sa survie. Donc, est-ce qu'il y a l'idée d'être tous dans le même bateau ou justement c'est un peu l'inverse? C'est particulier. En fait, je me suis dit, ça m'a fait penser à cette expression française et après je me suis dit, oui, mais non, parce qu'en fait, on n'est pas tous dans le même bateau, même quand on est effectivement tous dans le même bateau. Non, et puis surtout, ce ne sera pas le cas dans le... oui. Ce sera pas le cas. Sur le radeau. Sur le radeau, ils ont mis le tiers-état, pour parler simplement. Ils ont mis les pauvres gens, les matelots et les soldats. Vous allez sur le radeau, nous, on a nos chaloupes. On a nos chaloupes et on s'en va. Et voilà. On va continuer à parler évidemment de cette pièce et de cette exploration XXL de la psyché humaine. Ce que j'ai trouvé aussi très fort, c'est que vous passez de la folie à la rage, à l'impuissance, en traitant par 100 voix, 50 imitations, des bruits, des déplacements de décors. Et je me dis, je me mets à la place. Moi, je trouve ça fatigant. Parce que je me dis, comment est-ce que vous faites vous? Et on est hyper... je trouve qu'il y a une vraie communion entre la scène et le public et on transpire pour vous, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement. Il y a un côté éreintant. Bien sûr, bien sûr. Ça a été beaucoup d'entraînement. Moi, je respecte une hygiène physique très stricte quand je joue ce spectacle sur la longueur. Je fais très attention et oui, ça demande une certaine rigueur aussi bien théâtrale que sportive. J'ai envie de dire. Ouais, j'imagine. Bah oui, là, c'est clairement sur scène, c'est du sport. J'ai un passage que je me suis noté sur la chair humaine, qu'il faut sécher au soleil pour qu'elle soit comestible. Oui, c'est vrai. Avec ces 2 phrases, il épluche la mort comme un fruit mûr, et j'ai l'eau à la bouche et le cerveau à l'arrêt. Et là, je me suis dit que dans le texte, il y avait une poésie absolument sublime, parce que j'ai eu besoin de me noter quelques phrases, ce qui m'arrive finalement rarement. Parce qu'on se souvient de scènes, on se souvient d'un jeu, mais on se souvient assez rarement de phrases telles quelles. Et je trouve qu'il y a des phrases qui touchent en plein cœur et qui disent beaucoup de choses. Bah, c'est gentil. Non, mais vous voyez ce que je veux dire sur bien la sûr. force de certains mots. On a énormément travaillé sur ça. On a mis beaucoup de temps justement pour écrire. On a beaucoup réécrit parce que c'est une coécriture, c'est un travail collectif et on était attachés à avoir une certaine qualité littéraire, on peut dire. Oui, bien sûr, et d'avoir un truc solide. Ça a été le plus long, l'écriture de cette pièce, c'est vraiment ce qui a été le plus long. Après, une fois que cette base était là, ça a été très naturel. Vous ne vous trompez jamais sur le texte, les textes de chacun des personnages? Disons que je peux bafouiller de temps en temps, mais c'est rare. Je pense avoir cette chance de... Et puis au pire, si j'ai un trou, c'est moi le co-auteur, donc c'est pas un problème. Et puis c'est le jeu, évidemment, aussi du théâtre, évidemment. Justement, qu'est-ce que vous espérez provoquer chez le public qui, pour beaucoup, connaît ce tableau, le radeau de la Méduse? Bien sûr. Qu'est-ce que vous espérez à la sortie du théâtre du Ranelagh? Comme la plupart des gens nous le disent, allez le revoir au Louvre. Voilà, c'est vrai? Bien sûr, oui. D'accord. Oui. Et puis à la fois partager cette histoire qui est vraie et en même temps leur faire ressentir des émotions. Le théâtre est fait pour ça. Et puis les instruire, surtout. C'est sûr que quand on voit des commentaires sur les sites internet, je suis venu avec mes ados et puis d'un seul coup ils m'ont dit ça donne envie d'aller voir le tableau en vrai. Quel meilleur hommage à rendre à Géricault qui lui nous a servi de sujet, mais d'un seul coup on lui rend l'appareil. Un peu l'appareil. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Geoffrey Callen, merci Antoine Guéraud. Et je vous invite chaudement à aller voir Les Secrets de la Méduse au théâtre du Ranelagh. Merci messieurs et on passe tout de suite à par ici les sorties avec l'excellent Bernard Babkin que j'aperçois. Tous les vendredis, vous savez, on vous concocte un agenda de sortie. Alors là, on a déjà commencé finalement un peu avec Les Secrets de la Méduse au théâtre du Ranelagh, mais on va continuer avec les recommandations pointues de Bernard Babkin, journaliste culture Madame Figaro. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous ce soir. Et on va parler, pour commencer, d'un très joli classique, c'est La Ménagerie de verre et c'est au Lucernaire. Ah oui, c'est un très 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 beau spectacle. C'est la première pièce de Tennessee Williams. C'est surtout son premier grand succès à New York. Et c'est une pièce qu'on rejoue assez souvent en France. Et à chaque fois, c'est un succès. Et à chaque fois, c'est un beau succès, oui, parce que la pièce est extrêmement forte. L'histoire d'une famille, la mère est abandonnée par son mari qui était très dragueur, et elle élève seule sa fille qui est légèrement handicapée, donc voilà, ça la tourmente un petit peu, parce que est-ce qu'elle va pouvoir se marier? Et le grand rêve de la mère, est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent? Le grand rêve de la mère, c'est qu'elle fasse déjà un mariage. Déjà, bien sûr. Déjà un mariage, et puis après, en plus un beau mariage. Voilà, donc c'est toute sa volonté. Et puis elle a un fils aussi, donc le frère, qui lui
lui rêve, on le surnomme Shakespeare, parce qu'il rêve de poésie, il rêve d'écrire, c'est un peu Tennessee Williams. Et en revanche, il a un petit boulot dans une fabrique de chaussures et ça lui plaît pas trop. Et la mère a cette formidable idée de lui dire, il faut que tu trouves un de tes copains d'usine, de travail, on va faire un dîner en famille, avec la fille, et puis ça serait bien qu'il épouse ta sœur. Voilà. On a compris l'intrigue. On a compris l'intrigue, mais alors ça va pas forcément se passer comme ça. Bah non, sinon c'est pas marrant. Donc non, c'est pas marrant. Et à la fois, alors curieusement, la pièce est un petit peu drôle, est assez drôle, c'est magnifiquement interprété par la mère, à l'âge de la mère à peu près, mais les 3 jeunes ont l'âge du rôle, donc ça, ça c'est génial. 3 jeunes comédiens qui viennent de l'école du Lucernaire aussi, qui ont déjà travaillé... Très belle école, ils ont déjà travaillé et joué dans l'Avare, l'année dernière, ils avaient monté l'Avare, et là, il y a une émotion particulière, il y a une mise en scène. La pièce a été un tout petit peu un chouïa réduite, parce que elle était longue et un petit peu répétitive. Là, ils l'ont réduite. Et c'est magnifique, il manque rien, c'est formidable, il y a une mise en scène très 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 juste et très élégante, et c'est j'allais dire au poulailler, c'est au paradis du théâtre, c'est-à-dire c'est la petite salle qui est au sommet du théâtre du Lucernaire, donc on est quasiment à genoux, sur les genoux des acteurs, on est avec eux, on est dans la famille, on est avec eux. Là aussi, j'imagine que ça génère une émotion particulière, surtout quand c'est très bien joué. Et surtout quand c'est très bien joué, parce que là on pourrait voir, il n'y en a pas, on pourrait voir tous les défauts. On imagine aussi que c'est un risque de voir revenir des classiques comme ça sur les planches. Et quand c'est réussi, on est d'autant plus content que ça marche bien, il faut le dire. On est sur un petit nuage après, quand c'est réussi. Quand on a déjà vu la pièce jouée par d'autres, ça a été joué par des acteurs très différents. On se dit qu'on n'en attend peut-être pas grand-chose aussi. Peut-être moins exigeant au départ, mais après on est encore plus content du coup, parce que par exemple Ménagerie de Verre, ça a été joué par Isabelle Huppert. Tout à fait. Voilà, donc là on en attend beaucoup, et peut-être qu'à la sortie on est un peu déçu, on ne sait pas. Et là c'est pas le cas du tout, vous avez adoré. Ah non, ça j'ai adoré. On continue avec une exposition à la Cinémathèque, dont on avait parlé d'ailleurs dans Bienvenue en Île-de-France, Wes Anderson. Oui, ça c'est magnifique. On n'est pas obligé d'avoir vu ces films. C'est une exposition qu'on peut aller voir en famille parce qu'il réussit à nous plonger. L'exposition, en tout cas, est tellement bien faite. On passe de film en film et ça nous raconte toute la genèse et comment il a organisé ses films, comment il les a fabriqués. On est vraiment dans son génie créatif, je trouve. On est dans sa tête. On est dans sa tête et dans son univers surtout. C'est un univers d'une poésie absolue. C'est romantique, c'est drôle, c'est curieux, c'est un monde fantasmatique, fantasmagorique. Et donc on a tout ça à la suite comme ça et on voit les maquettes des décors, on voit les costumes des acteurs, donc c'est assez émouvant quand on a vu le film, c'est hyper complet. Et en plus, par exemple, il agit beaucoup avec des petits personnages, par exemple, Fantastic Mr. Fox, il y a les petits personnages, ils sont tous exposés là, donc on les voit, on a l'impression qu'ils vont bouger comme ils bougent dans le film, et puis là ils bougent pas, mais c'est encore plus émouvant parce qu'on a l'impression qu'on va les faire bouger nous. Donc c'est très interactif, enfin, on touche rien en même temps, on peut oui, mais d'un autre côté, ça amuse l'œil, et on est là pour découvrir beaucoup de choses. Et on est plongé vraiment dans cet univers. C'est magique, c'est comme une malle au trésor qu'on ouvrirait, et là on est plongé dans tous ces films. C'est merveilleux. Puis il y a des couleurs, puis c'est quand même l'Amérique aussi, l'Amérique rêvée, l'American Dream. Voilà, des années 60 ou 70, 80. Enfin, là on suit l'évolution, le Grand Canyon. C'est magnifique. Et en plus, je trouve que pour une exposition à la Cinémathèque, qui aurait pu être une exposition pour les spécialistes, faite par des spécialistes, je trouve qu'elle est relativement grand public. Vous disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin d'avoir vu les films de Wes Anderson. Non, au contraire, ça peut-être donne envie d'aller les voir après. Et on peut aller le voir en famille, parce que les enfants vont adorer de voir ces petits personnages, de voir les dessins, de voir le monde. Et puis comment se fabrique un film aussi. C'est vrai. On peut expliquer aux enfants comment on fabrique un film. On part d'un dessin, d'un petit personnage, hop, ça fait un film. On crée des générations de réalisateurs de cinéma. Il va y avoir plein de Wes Anderson. S'ils sont tous aussi talentueux que lui, on sera bien dotés. On fera le tri. C'est vrai. Ça vous a donné envie de revoir ça m'a donné envie de tourner des films. Anderson. Ah, aussi, j'imagine. Ça m'a donné envie de revoir les films, oui. Lequel vous a plus donné envie de... J'ai envie de voir Fantastic Mr. Fox, parce que comme je les ai vus là en vrai, je me suis dit, mais comment ils sont à nouveau à l'écran. Et puis il y a le plus connu, Grand Budapest Hotel. Donc ça, il y a la maquette de l'hôtel. Ça, c'est génial. Alors on a envie d'ouvrir les petites portes, comme ça, et puis rentrer à l'intérieur. Petit monde de souris. Ah bah oui, c'est un petit peu comme une maison de poupées. Tout à fait. Mais avec des poupées étranges. Avec des poupées étranges, directement venues de l'univers de Wes Anderson. On termine avec un spectacle musical vif et drôle, Orgueil et préjugés.
Ou presque. C'est au Théâtre Saint-Georges. Voilà, oui, c'est le ou important, presque, le ou c'est super presque. important. Super important, le ou Pourquoi presque. Parce que c'est une comédie anglaise qui a été adaptée par Virginie Hawk, humoriste qui est actrice, qui a pas raté son coup parce que elle a gardé tout l'humour anglais, l'humour british, qui est quand même qui est décalé un peu, un peu foutraque, voilà. Donc ça part là, ça part du livre, Jane Austen, Orgueil et préjugés, et le presque c'est parce que c'est présenté par les servantes. Les servantes qui présentent les personnages, puis après qui jouent tous les personnages, et elles jouent tous les personnages. Elles sont 5, il y a une guitariste, une guitare électrique, parce que c'est une comédie musicale, donc elle chante, alors là, elle chante pas des chansons du 19e siècle, elle chante de Queen. Donc tu disais remasterisé, c'est ça finalement, oui, en introduction. Mais ça raconte quand même bien l'histoire là à nouveau, une mère de famille, qui a qu'une idée en tête, c'est marier ses filles. Décidément. Ben oui, mais c'était à la mode à l'époque. C'est vrai. C'était une nécessité à l'époque parce que. Oui, plus qu'une mode. Plus qu'une mode, c'est une nécessité parce que il y a que les garçons qui héritaient. Donc, si on n'avait pas de garçon dans la famille, eh ben là, la mère, elle pense que sa demeure, va partir ailleurs, va partir chez les cousins. Et il faut absolument marier les filles pour qu'il y ait un homme dans la maison et qu'elle hérite et qu'elle soit pas mise à la porte. Et donc ce thème qui revient. Ça revient. Ils font des balles, ils viennent. Et alors, ce qui est formidable, c'est que la mise en scène est très rapide, très élégante. Il y a des costumes mais fabuleux. Et les femmes jouent les rôles des hommes aussi. Génial. Et elles le font tellement bien que immédiatement, on pense pas à l'actrice, on pense immédiatement au personnage. Et ça, c'est assez rare. Ça montre que c'est réussi. C'est très réussi. Elles ont des perruques admirables, parce que c'est vite, les changements de rôle. Et les perruques, elles sont pas de guingois, tout est là, elles sont impeccables, ils arrivent. Encore une fois, le souci du détail. Ah ben oui, mais c'est important. Oui, bien sûr. C'est important en plus. On regarde la bande-annonce et puis on termine d'en dire un mot, évidemment. Ce soir a lieu le bal mensuel de Meriton. L'occasion pour tous les gens d'ici de reluquer ce nouvel habitant fortuné. Et célibataire. Intéressant. Galbé comme une amas. Mrs. Bennett, mère de 5 filles à marier. Il n'y en a pas un qui voudra vous toucher, les filles, même avec un balai à chiottes. Elle est un petit peu tendue. Les filles, on joue à l'extérieur. Voulez-vous m'accorder votre main? C'est vraiment un gentleman, c'est Mr. Bingley. She's got it. Yeah, baby, she's got it. D'ici la fin de la soirée, nous n'aurons peut-être plus de soucis à nous faire pour l'avenir. Ça, c'est un arbre. Un frêne. Il doit y avoir aussi des chênes pas loin, puisque je vois un gland. Un gland. Coucou, Elisabeth. N'est pas du tout mon genre. On est foutus. Laissez-moi danser et il tombera à mes pieds. On est foutus. Ça a l'air hyper drôle. Non, c'est hyper drôle. Ça vous a beaucoup plu? Est-ce qu'on peut y aller en famille ou est-ce que c'est quand même... Alors, si vous avez un enfant de 5-6 ans, on va voir autre chose, on attend un peu. Mais à partir de 10-11 ans, c'est formidable. Oh, puis il y a quand même... Il y a du comique, il y a des jolis costumes, vous l'avez dit, il y a ces décors, c'est hyper vivant. C'est hyper vivant, il y a beaucoup de musique quand même, il y a beaucoup de musique. C'est d'ailleurs nommé pour la meilleure, au Molière, pour la meilleure... Oh, je savais pas. Oui. Nommé au Molière génial. pour le meilleur spectacle musical. Trop bien. Donc voilà, on croise les doigts pour eux. Ah oui. Et je veux rajouter, parce que je vois l'affiche, il y a Virginie Hawk et Jean-Marie Victor. Ils ont 2 pour l'adaptation française et les 2 sont bien entendus parce que c'est très réussi. C'est super réussi. Merci beaucoup Bernard Balkin de nous avoir proposé cette sélection aux petits oignons. On est gâtés pour le week-end, on a de quoi faire. Merci infiniment. On vous retrouve très bientôt dans l'émission avec un immense plaisir. Merci. Et alors, lundi, vous serez avec Vincent Roux pour le lundi de Pâques, mardi avec Alban Barthélémy et je vous retrouve dès mercredi dans Bienvenue en Ile-de-France. Je vous souhaite une excellente soirée.